Bonsoir à tous et bienvenue à vous qui nous rejoignez exceptionnellement en différé pour cette émission Déo et Débat enregistrée un tout petit peu avant son passage sur notre antenne, avec tout de même la joie d'accueillir 5 invités qui nous font l'amitié de venir nous partager leur regard sur le monde. Parmi ceux-là, Natalia Trouillet qui est à Lyon. Bonjour Natalia. Bonjour Philippine, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment ? Je suis en train d'écrire mon prochain livre, voilà. Ouais, mais il faut nous en dire plus. Ce sera un livre de poésie, cette fois, des méditations autour du rosaire et qui seront illustrées par un peintre ami, voilà. On a hâte de lire. Merci d'être avec nous ce soir. Paul Picaretta sur ce plateau, la revue Limite, les éditions de l'Escargot. Bonsoir Paul. Oui, bonsoir Philippine. Quoi de neuf ? Tout va bien. Ça déjà, c'est très original. Tu veux que je t'en dise plus ? Ouais. En fait, non, pas d'actualité immédiate. J'ai toujours ce livre d'entretien que j'ai écrit avec François Bégodeau en novembre, donc, qui s'appelle « Jésus, les bourgeois et nous », où on traite de la question de la bourgeoisie, du rapport de la bourgeoisie au libéralisme, à l'autoritarisme. Et voilà, c'est toute une réflexion aussi sur les notions de common decency, chère à George Orwell. Et puis, on parle aussi un peu de Jésus, parce qu'il est dans le titre. Et voilà, donc je pose au romancier Bégodeau des questions vraiment sur son rapport au Christ, aux évangiles. Et voilà, c'est un entretien passionnant. Donc c'est un livre passionnant. Ouais. Et en plus, il a parmi tous ses mérites celui très rare d'être le seul livre qui a été cité par toi 3 fois dans l'émission Déo et Débat. Et donc, c'est notre record. Mais ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore lu, maintenant, il n'y a vraiment plus aucune excuse. Non, mais attends, il est sorti il y a 3 mois, pas il y a 3 ans. Jean-Louis Schlegel est avec nous ce soir. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Est-ce qu'il y a dans l'actualité quelque chose de... Oui, en y pensant un peu, enfin, je n'ai pas eu besoin de beaucoup penser. Je suis quand même frappé par, je trouve, je ne sais pas comment dire, le taux de misère qui monte, quoi. Enfin, la misère matérielle, quand même, de beaucoup. On a beaucoup parlé des jeunes, des étudiants. Moi, je suis très sensible à ça. J'ai l'impression que c'est quand même très dur, quoi, pour une génération d'étudiants et de lycéens, de vivre ce qu'on vit. On leur enlève quelque chose. Alors. Et puis alors, on entend quand même parler de la misère croissante d'un certain nombre de gens qui ont du mal à manger, presque à trouver à manger. Et voilà, je trouve quand même que la situation empire, quoi, de ce côté-là. C'est-à-dire les conséquences psychologiques, physiques, en dehors de tout le reste, commencent à se voir. Et on va continuer d'en parler. On a parlé du malaise étudiant notamment, et bien sûr des situations de pauvreté. Guillaume de Prémar, observateur attentif de la vie du monde. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Philippine. Comment va Ictus ? Ictus va très très bien, avec de nombreux programmes de formation qui se déploient, qui ont du succès et qui sont nombreux et variés, avec beaucoup de personnes qui les suivent à distance, malheureusement. Mais aussi, quand c'est possible, on peut encore faire quelques formations en présence des gens, en présence les uns des autres. On essaie de le faire dans la limite des possibilités qui sont offertes. Tu nous redis sur quel type de formation, pour ceux qui connaîtraient moins Ictus ? Formation à l'engagement civique. Ça veut dire les bases anthropologiques, des bases de doctrine sociale, mais aussi une compréhension des grands enjeux de notre temps, des enjeux de notre monde. Donc, différents parcours pour cela. Et il y a aussi une revue ? Une revue, la revue Permanence, donc revue trimestrielle. Alors, le numéro en cours porte sur la géopolitique. Son titre est « Le nouveau désordre mondial » et il y a notamment une très longue interview et passionnante interview avec Renaud Girard, qui est le chroniqueur géopolitique du Figaro, fameux et très expert en ces sujets, et qui taille un costard très sévère au néoconservatisme américain, notamment. À lire donc. Merci d'être là. Merci aussi à Farage Benoît Camura. Bonsoir Farage Benoît. Bonsoir Philippine. Fraternité en Irak. Alors évidemment au cœur de l'actualité, on va en parler ce soir avec l'imminence de la visite du pape François. Des projets particuliers peut-être ? Oui, parce que c'est le carême et pour chaque carême, on a des projets un peu ciblés. Et cette année, on a décidé de finir ce qu'on n'avait pas encore terminé.
ce que Daesh a détruit et qu'on n'a pas encore reconstruit. Et alors malheureusement, il y a beaucoup de choses, mais il y a un clocher dont on avait dit au curé de cette paroisse qu'on reconstruirait son clocher, c'est le clocher de l'église Saint-Jean-Baptiste de Caracoche. En fait, ce clocher, pourquoi j'en parle ? Parce que lorsque il y a eu la libération de Caracoche, ça a été un des premiers clochers d'église qu'on a vu, et on a vu qu'il était abîmé, et ce prêtre qui était à Erbil était quand même très touché par de découvrir le clocher de son église attaqué. Et donc le projet, c'est effectivement, avec vous tous, qui regardez KTO, tous ceux qui se sentent proches de ces chrétiens d'Irak, de reconstruire le clocher de cette belle paroisse de Caracoche. Un beau projet de carême. On va parler ce soir de la visite prochaine du pape François en Irak. On va parler aussi des lois de bioéthique, du processus parlementaire. Pas de conciliation entre députés et sénateurs. C'est donc reparti pour un tour, mais avec un gouvernement qui réaffirme sa volonté de faire aboutir l'ensemble du processus avant l'été. Avant tout ça, il y a un sujet dans l'actualité de ces derniers jours qui fait couler beaucoup d'encre. C'est l'initiative de la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, de commander une enquête au CNRS pour étudier ce qu'il en est de l'islamo-gauchisme dans les universités. Alors ça a déclenché un tollé, notamment une réaction de la conférence des présidents d'universités. Le CNRS a dit accepter la mission tout en expliquant que l'islamo-gauchisme n'était pas une réalité scientifique, mais un concept derrière lequel beaucoup de gens mettent d'ailleurs beaucoup de définitions différentes. Et du coup, je voulais savoir comment les uns et les autres, vous aviez réagi à tout cela. Natalia sourit déjà. Moi, je suis ravie, en fait, parce que j'ai rajeuni de 10 ans avec ce débat. Donc, c'est toujours ça à prendre. J'ai rajeuni de 10 ans parce que je me suis retrouvée brusquement, je ne sais pas si tu te souviens, enfin si vous vous souvenez tous, il y a 10 ans, on était en plein dans le débat, est-ce que le gender existe ? On avait exactement la même configuration, où on nous expliquait que face à la menace que certains agitaient en disant l'université est complètement polluée par les théories du genre, on nous expliquait que non, la théorie du genre, ça n'existe pas. Il y a des gender studies qui, elles, sont une réalité, qui sont effectivement étudiées dans les universités parce que là, c'est vraiment un objet d'étude, c'est scientifique, patin couffin, etc. Mais la théorie du genre, ça n'existe pas. Arrêtez, vous faites peur tout seul, là, dans vos bastions de droite, c'est n'importe quoi. Bon, 10 ans après, on voit où on en est. Là, en fait, on est en train de rejouer exactement le même match. C'est-à-dire qu'il y a un terme qui est sans doute impropre, et encore, on pourrait revenir sur la manière dont des militants politiques qui sont en même temps des chercheurs au CNRS introduisent des mots issus de la militance de gauche dans le débat, leur donnent une légitimité scientifique et ensuite les réintroduisent dans le champ politique. Mais ça, c'est encore autre chose. Et en fait, on est en train de rejouer exactement le même match. C'est-à-dire qu'il y a une réalité qui est nommée islamo-gauchiste d'une manière qui est sans doute maladroite, qui ne vient pas de la droite, d'ailleurs. Le mot islamo-gauchisme, je crois qu'il a été forgé par un militant trotskiste britannique dans les années 90, de mémoire. Mais voilà, tout de suite, le mot est piégé et en fait, on pousse des cris d'orfraie de part et d'autres, sans régler en fait le problème essentiel qui, à mon avis, se décline en deux pans. Le premier, c'est d'abord que si l'université va mal, c'est peut-être pas parce que il y a des études de genre, de racialisme, etc., enfin d'indigénisme, de colonialisme, etc., de décolonialisme. C'est pas forcément ça, en fait, le problème principal de l'université aujourd'hui. Je crois que vraiment, le problème essentiel aujourd'hui, c'est la santé, notamment mentale des étudiants en période de Covid. Je crois qu'on aurait pu attendre. Oui, ça, Jean-Louis en parlait tout à l'heure et on va en reparler. On en a parlé aussi dans l'émission précédente. Mais revenons déjà parce que tu as déjà dit beaucoup de choses et je suis pas sûre que tout le monde les partage. Jean-Louis, quelle est ta réaction à ce... Je dirais d'abord que je n'ai pas découvert l'islamo-gauchisme. Là, maintenant, ça fait au moins 2 ans que je lis des articles là-dessus. Et alors, malgré tout, il y a quand même
ce constat, à mon avis, évident, hein, mais justement, il y a une discussion, je le reconnais. Je trouve que c'est quand même un concept polémique. C'est un concept polémique surtout dans le sens suivant. Je crois que c'est né en partie au moins, mais de ce qu'on appelle ceux qui cherchent toujours la culture de l'excuse pour les musulmans quand il y a un attentat, quand il y a une violence islamique, mettons, ou dans les quartiers. Disons, je crois que c'est Manuel Valls d'ailleurs qui avait employé ce mot, hein, qui avait aussi déjà soulevé beaucoup de protestations en disant la culture de l'excuse pour les musulmans. Alors, et du coup, c'est devenu en fait une culture de l'excuse pour les islamistes. Moi, je dois dire très, très sincèrement, je n'aime pas du tout ce mot-là. Je trouve effectivement ce n'est qu'une insulte polémique, parce que quand on cherche un peu derrière quand même, disons, des travaux qui porteraient là-dessus, en fait, c'est des articles de journaux, des réactions aux attentats, et disons, en général, à la mauvaise conduite, on va dire, des musulmans qui ne s'adaptent pas à nos mœurs, etc. Moi, j'ai toujours cherché, et je trouve ce que je trouve un peu terrible, c'est quand même que, après chaque attentat, dans un premier temps, et c'était très net pour Paty, quand même, les musulmans réagissent en disant mais nous aussi on est victimes de ce qui se passe là, c'est-à-dire c'est effrayant pour nous d'entendre, de voir ça, d'entendre ça, que des islamistes font des choses aussi affreuses. Mais c'est pas d'abord, si je me fais l'avocat du diable, c'est pas d'abord le fait d'incriminer les musulmans, c'est d'abord quelque chose qui désigne aussi une attitude intellectuelle qui consiste à ne pas vouloir dénoncer l'islamisme pour ne pas risquer d'incriminer les musulmans. Mais sincèrement, Philippine, moi, sincèrement, je ne connais pas un seul texte où même des gens de gauche auraient excusé les islamistes. Hein. Simplement, moi je connais des analyses, je connais celle de mon auteur Olivier Roy qui dit attention, quand on dit islamiste, il y a quand même, disons en particulier, il y en a quand même deux, c'est-à-dire des islamistes qui sont on va dire des tradis, voire un peu des intégristes, mais dont on ne pense pas qu'ils passent à la violence. Ceux qui passent à la violence, mettons, c'est quand même une minorité terrible, hein, Daesh, mettons, et un certain nombre d'autres, qui commettent les attentats. Alors, il y a ça, mais moi, j'ai surtout... moi, mon souci, c'est actuellement de dire... je sais pas, j'ai en tête quand même le musulman tranquille, l'islam tranquille, qui représente quand même, à mon avis, la majorité des musulmans français, et qui constamment est obligé de subir un discours quand même assez terrible, quoi. Hein. Mais dans l'islamo-gauchisme, il y a la posture intellectuelle, il y a aussi une autre définition qui est la convergence des luttes entre un islamisme conquérant, voire terroriste, et puis certains mouvements révolutionnaires marxistes. Il n'y a pas de convergence des luttes. Sincèrement. Convergence des luttes, ça veut dire on oublie nos intérêts personnels particuliers et on s'oriente vers un intérêt commun. Par exemple, manif contre la loi travail, vous avez dans les rangs le comité Adama qui milite pour ses propres droits et la reconnaissance des violences policières. Et puis à côté, vous avez, j'en sais rien moi, des infirmières qui militent pour l'augmentation de leur salaire, etc. C'est ça la convergence des luttes. Donc c'est un moment où les intérêts personnels passent en second, où on va chercher l'intérêt commun. Donc il n'y a pas de convergence des luttes entre des, mettons... Alors après, quand on dit islam, qu'est-ce qu'on entend? Ou est-ce qu'on pense à islamisme radical à tendance djihadiste? Est-ce qu'on parle des frères musulmans? Est-ce qu'on parle... il y a quand même plusieurs maisons, et le fait de tout englober sous le même nom, déjà c'est un problème... on a un problème politique, en fait, parce qu'on ne sait pas de quoi on parle exactement. Et quand on dit gauchisme, c'est pareil. Ça t'agace. Non, mais de quelle gauche on parle? Non, mais pardon Paul, mais aux dernières manifestations autour de Assa Traoré, il y avait quand même à la fois des personnes qui manifestaient pour des raisons sociales et des personnes qui manifestaient pour des raisons religieuses. Il y avait à la fois des gens qui se réclamaient des frères musulmans et des gens qui se réclamaient de Trotsky. Mais c'est ça. Moi, je pense que... Et oui, et donc, est-ce que les gens qui se réclament des... C'est donc une convergence des luttes.
Non, mais les gens qui viennent... On dit qu'il n'y a pas de convergence des luttes, c'était une convergence des luttes. Donc, Mais- peut-être qu'il faut... Mais ne manifestent pas pour leur intérêt propre. Non, mais c'est pas ça, Paul. La c'est question, tout. c'est quel est le croisement intellectuel des choses. Parce que quand on parle d'islamo-gauchisme, Jean-Louis, on ne parle pas de musulmans, en fait. On vise principalement, par ce terme islamo-gauchiste, des personnes qui ne sont pas musulmanes, mais qui font partie de ce qu'on pourrait appeler la mouvance intellectuelle, de ce qu'on pourrait appeler un gauchisme sociologique, notamment à l'université, mais pas seulement. Et à partir de là, je crois moi j'ai 2 clés de lecture. La première, c'est l'intersectionnalité, qui est un élément important. C'est-à-dire que tout est vu sous la forme des structures de domination. Et à partir de là, vous pouvez être dans des structures de dominés ou de dominateurs, à partir de ce que vous êtes. Donc, blanc ou non blanc, c'est-à-dire racisé ou, comme ils disent, perçu comme racisé, homme, femme, hétérosexuel ou pas, etc., etc. Et à partir de là, ils font une intersectionnalité des différentes formes de domination, des personnes qui subissent ces dominations. Et il y a une difficulté très forte dans ce milieu sociologique à incriminer des gens qu'ils considèrent par principe comme victimes de discrimination, etc., parce qu'elles sont dites racisées ou perçues comme racisées. Et c'est le cas des musulmans notamment. Et donc il y a une complaisance qui se fait, effectivement, vis-à-vis de cette réalité. Encore que les musulmans français ne sont pas nécessairement racisés. Non, mais eux les désignent comme ça. Ils les désignent comme racisés. Et donc, il y a une forme de complaisance qui se fait par ce biais-là, c'est-à-dire de complaisance parce qu'il y a un statut de victime à protéger, et d'autre part, et moi, ça c'est là ce que je dis, c'est factuel à mon avis. Après, il y a ma clé d'interprétation qui est peut-être contestable, je ne sais pas, mais c'est que dans cette affaire, on a affaire à un gauchisme de nature révolutionnaire. Pas forcément une révolution violente, hein, mais de renversement des structures établies, culturelles et autres, etc. Je pense qu'il y a une perception de la part de cette gauche de la jeunesse musulmane, donc des banlieues, comme une masse révolutionnaire disponible. N'ayant plus la masse révolutionnaire disponible des ouvriers... Ce que disait déjà un socialiste anglais à la fin du à la fin du 19e siècle, qui disait qu'il fallait justement s'appuyer sur ces jeunes musulmans, en particulier déracinés, parce qu'ils rejoindraient le combat des masses laborieuses pour changer le système. Oui, mais ces jeunes musulmans sont en train de se réenraciner dans un identitarisme islamique. Et justement... Donc c'est ça la question. Farage Benoît est trop poli, donc... En fait, moi, parce que quand on dit islamo-gauchisme... on en a différentes définitions. Et moi, ce à quoi ça me fait penser de manière immédiate, puisque on met le mot islam et le mot gauchisme, c'est l'utilisation politique de l'islam et la manière dont un certain nombre d'élus locaux, souvent de gauche mais pas toujours, vont utiliser l'islam à des fins électoralistes. Et bizarrement, quand on regarde les lieux où ces élus locaux utilisent l'islam à des fins électoralistes, on se rend compte que l'islam qui est présent dans ces communes-là, dans ces circonscriptions électorales, c'est un islam bien souvent très très soutenu par l'étranger. La Turquie, l'Algérie, etc., etc. Et au final, cet islamo-gauchisme, cette instrumentalisation de l'islam à des fins politiques, c'est un énorme piège pour les musulmans de France. Parce que, au fond, ils ne sont destinés qu'à être un genre de communauté qui va faire, dont certaines personnes vont se servir pour se faire élire, qui vont en plus leur donner tous les outils pour qu'effectivement le chemin de la radicalisation qui a commencé se continue et se continue encore plus, qui vont en tant qu'élus mettre un voile pudique sur des glissements salafistes qui ensuite peuvent aller vers la violence. Et donc pour moi, le vrai problème, c'est une maladie de notre démocratie à la base, qui est un communautarisme qui fait que si on ne remet pas en cause cette tentation qu'ont les hommes politiques à ne plus voir le bien commun, mais à ne voir qu'une addition de petits intérêts particuliers qui feraient intérêt général, pour moi, là, on voit là. Cet électoralisme, il ne concerne pas seulement les gens de gauche. Hein. Mais d'accord, il y a aussi les élus de droite. J'ai dit qu'il y avait aussi les gens de droite. Mais il n'y a pas que l'islam. Enfin, je veux dire, moi, ce qui me dérange dans cette façon de gouverner à gauche, enfin du moins de monter sa stratégie politique, c'est de considérer l'islam comme quelque chose d'homogène, c'est-à-dire... Non, c'est vrai, mais bien sûr, c'est pas homogène. Oui, à la limite, on pourrait dire que les catholiques sont plus homogènes que
que oui et non. certains... Oui et on va non, dire, parce que, oui, non, mais mais il y a quand des vous êtes tendances. maire de Versailles, Ouais, mais il y a des globalement, vous faites de l'électoralisme catholique. Là, ça choque personne, mais c'est pas grave si c'est comme ça. Ben oui, c'est de l'électoralisme catholique. Bon, Ouais. mais oui, bah si, Mais en non. fait, beaucoup plus Mais que... Oui, si, bon. Ah non, il y a des Ça choque- mais candidats ça choque moins. catholiques qui ont Ça été choque battus moins à puisqu'il se Versailles trouve aux que élections personne ne fait des législatives, attentats au nom malheureusement. du catholicisme. Voilà. Je ferme la parenthèse. Simplement, il y a beaucoup moins d'homogénéité au sein de l'islam qu'il peut y Ça, c'est avoir contestable. au sein. Il y a des c'est-à-dire tendances. que Non, il y a des tendances. une grande tendance des classes populaires, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la troisième Oui, génération, mais non, le vrai sujet, en fait, des musulmans, il y en a dans toutes les classes sociales. Et donc, d'où la question de l'islamo-gauchisme, il naît à gauche, comme l'a dit quelqu'un, c'est-à-dire que là où on va dire que les trois gauches ne sont pas d'accord, c'est qu'il y en a une qui dit ils sont musulmans, c'est un fait homogène, c'est un fait culturel homogène, et donc on les prend en tant que quantité à part. D'autres vont dire attention, non, nous ce qu'on défend, ce sont les prolétaires, et on défend les musulmans en tant qu'ils sont opprimés et non pas en tant qu'ils sont musulmans. Et là, c'est une deuxième posture, c'est la posture marxiste traditionnelle. Et c'est là où le combat a lieu. C'est-à-dire que après que la droite et Zemmour, etc., viennent se rajouter au débat, ça c'est encore autre Et chose. puis il y a la troisième gauche, quand même, universaliste, qui dit je refuse qu'on essentialise ces gens, et c'est la tendance printemps républicain, quand même. Voilà, qui est minoritaire, mais qui existe quand même, effectivement, et qui fait un peu le débat politique. Voilà. Bon, Quand un Valls se dit, par exemple, cette phrase qui avait quand même allumé la mèche. Mis le feu aux poudres, oui. Mis le feu aux poudres, qui a dit à destination des universitaires, expliquer c'est excuser. C'est un peu le début en fait de ce débat-là. Oui. Quand il a dit expliquer c'est excuser, quand on sait qu'un sociologue, et je ne vais pas te l'apprendre, passe son temps à essayer d'expliquer les choses, à montrer les mécanismes, etc., et qu'une fois qu'on a soulevé une explication, certains ont conclu que ça excuse. Bah non, ce sont deux choses totalement différentes. Mais on peut tenir les deux. Ça n'empêche pas qu'il y ait dans certains milieux intellectuels de gauche une complaisance. Quand même. On suppose qu'il y a, du moins... si on sait lire, on a constaté certaines complaisances. Ouais. Non, mais dans expliquer, le mot expliquer a une polysémie. Ce que tu dis là sur les banlieues... Nathalie a plus de mal parce qu'elle est plus loin, alors elle peut pas... Il y a quand même une certaine hypocrisie, parce que autant la liberté du chercheur est sacrée, et personnellement, moi, ça me choque de la même manière, si vous voulez, que dans une émission récente où on parlait de génération identitaire, je ne vois pas ce que le gouvernement venait faire. Enfin, le gouvernement n'a pas à faire la police des idées, il n'a pas à faire la police des idées non plus chez les chercheurs. Ça, c'est quelque chose qui me choque, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Cela dit, d'accord, les subsides, c'est quand même le CNRS, c'est quand même national, c'est nos impôts. Moi, il y a quelque chose qui m'interroge fortement. Jean-Louis, tout à l'heure, tu disais l'islamo-gauchisme, finalement, c'est pas un fait puisque c'est des articles de journaux, etc. Je suis désolé, quand ce sont des concepts chers aux militants de gauche, que ce soit des articles de journaux, ça ne gêne personne. Quand je regarde par exemple le concept, en préparant l'émission, je regardais ça, le concept de la non-mixité choisie. C'est un concept qui est tout à fait reçu par la sociologie aujourd'hui. Or, il déboule d'où ? Il déboule d'une conférence pour les 50 ans du monde diplomatique par Christine Delphi, donc à la fois militante féministe et chercheuse au CNRS. Elle fait une conférence pour les 50 ans du monde diplo qui est quand même légèrement marquée à gauche. Ensuite, elle en fait un papier qui est retranscrit par le site internet d'extrême gauche. Les mots sont importants et paf, ça devient non plus une prénotion comme on dit en sociologie, mais un concept. Quelle est la différence avec le concept d'islamo-gauchisme ? Simplement, les pères ont dit ouais, ça nous plaît parce qu'on est de gauche nous aussi, on trouve ça cool. Non, mais moi je suis d'accord sur le fait qu'il y a tout un débat constamment dans les médias, dans les journaux, dans les revues, etc. Donc un aspect polémique, ça fait partie de la discussion démocratique, à la limite, qu'on puisse s'opposer comme ça, librement, sur des choses. Mais là, quand même, de façon très précise, ce que la ministre des Universités a déclenché, c'est
je ne sais pas comment dire, des universitaires qui travailleraient là-dessus, qui feraient des travaux vraiment scientifiques, qui présenteraient des thèses. Et là, moi, je ne vois pas. Si tu veux, Guillaume, moi, j'ai bien entendu ce que tu as dit tout à l'heure. Mettons qu'il y ait un livre d'un gauchiste qui considère que les nouvelles masses révolutionnaires... On parle d'une tendance lourde, non, mais Natalia attends, aussi, hein, quand même. Qu'il y ait un gars ou deux ou trois qui ait écrit des choses sur les nouvelles masses révolutionnaires qu'on va chercher chez les jeunes musulmans, je veux bien le croire. Mais franchement... Mais cette complaisance intellectuelle pour l'action violente contre une société jugée oppressive, est-ce qu'elle est réelle ou pas ? Quand on cherche un peu des textes pour lire, mais qui écrit quoi, on cherche en vain des noms. C'est ça qui me gêne le plus. Non. Il y a presque personne. Pardon Jean-Louis, mais tous les concepts, comme dit Natalia, qui sont développés par le gauchisme sociologique, moi je préfère l'appeler comme ça, sur l'intersectionnalité, sur le décolonialisme, sur l'indigénisme, etc., c'est des choses qui sont parfaitement documentées. Non seulement à travers ce qu'ils appellent des études dites qu'ils appellent scientifiques, qu'ils veulent, ou par des articles de presse, etc. Oui, mais qu'est-ce que ça a à voir... Non, mais ça, je suis d'accord. Jean-Louis, je vais vous dire une chose. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'islamisme ? À mon avis, il faut regarder ce qui se passe aux États-Unis pour comprendre ce qui arrive chez nous. Peu après. Ça en fait partie, Jean-Louis. Aux États-Unis, on parlait des libertés académiques. Le CNRS dit oui, on veut remettre en cause la liberté académique. Je suis désolé, mais aux États-Unis, la liberté académique est en péril à cause de l'extrémisme du gauchisme sociologique et culturel. Evergreen, je ne sais pas si vous avez vu le reportage sur Evergreen, c'est effrayant. J'ai interviewé pour la revue Permanence l'universitaire américain sciences politiques de Patrick Deneen, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Pourquoi le libéralisme a échoué », qui sort en France d'ailleurs aux étudiants de l'Artisan, là, maintenant. Excellent. Mais il explique qu'ils sont obligés de raser les murs face à ce gauchisme. Les libertés académiques, elles sont remises en cause aux États-Unis même. Il y a un super papier à ce sujet qui est sorti dans la revue Néon, je ne sais pas si tu l'as vu, que je recommande aux spectateurs. C'est justement cette pression qui est mise dans les milieux... qu'on pourrait dire intersectionnel, ce flicage permanent, etc. Donc ça, c'est une vraie réalité. Après, je pense que quand on débat de ces sujets, il faut être très précis dans les termes, quoi. Justement, on l'est pas suffisamment ce soir pour prétendre faire toute une émission sur cet angle-là. Moi, ça m'intéresse de voir qu'en tout cas, il y a manifestement matière à penser et donc à continuer d'observer ce qui se passe, à défaut d'en être des experts à proprement parler. Et il y a un enjeu autour de la liberté de penser aussi et de la manière de la transmettre aux générations. Parmi les sujets qui sont toujours dans l'actualité, et je change sans transition parce qu'il n'y en a pas de possible à mon avis, les lois de bioéthique qui continuent leur aventure parlementaire avec des votes de textes assez différents entre l'Assemblée nationale et le Sénat qui remanie le texte et en modifie certains aspects, notamment des aspérités jugées choquantes par beaucoup de chrétiens qui ont été enlevées par le Sénat. Pas d'accord en commission mixte paritaire et donc on repart pour un nouveau tour. On sait bien que dans le système français, c'est de toute façon l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot et qu'il y a par surcroît une volonté gouvernementale d'arriver rapidement au bout de ce calendrier. Est-ce que vous avez suivi ces différents effets, ces différentes phases, pardon, et est-ce que ça vous fait réfléchir d'une façon ou d'une autre ou ça vous... Moi, je me suis arrêté. C'est vraiment terrible. Théo2. Non, mais moi je trouve que on a deux chambres. Le président a dit qu'il voulait qu'il y ait un large consensus en amont de ce débat, et on constate qu'il n'y a pas de consensus. Et on constate que l'exécutif veut aller de l'avant avec ce texte à l'Assemblée nationale. Quelle est la valeur de la parole politique ? Et c'est ça le drame, c'est-à-dire qu'elle n'a plus aucune valeur. Le président a dit quelque chose, et il fait l'inverse. Mais comment lui faire confiance ? Je crois qu'à travers cette histoire, il y a quand même un vrai problème sur la valeur qu'on peut accorder à la parole politique. Et puis ensuite, il y a le fond du texte qui est quand même extrêmement problématique. Moi, à titre personnel, je trouve ça quand même très choquant qu'on puisse envisager de faire des embryons chimères et d'aller encore un peu plus loin dans la chosification de l'embryon humain pour en faire un simple matériau de recherche. Ils ont été retoqués ou pas, le de février, justement, les embryons chimères, par exemple ?
Oui, Alors- en partie par le Sénat. Oui. C'est-à-dire que les articles, c'est articles 14 à 17, ils ont été modifiés quand même. Mais par Sénat le troisième pour tour les repart atténuer. donc sur le texte voté au deuxième tour par l'Assemblée nationale. Ah oui, d'accord. Et En fait, pas le par le Sénat Sénat. a modifié, a mis davantage de barrières. Ouais. Concernant l'article 1 sur la PMA sans père, comme on dit, là, ils l'ont retoqué intégralement. Ouais. Les autres articles, c'est La détresse plus compliqué. psychosociale pour l'IMG Il y a ça jusqu'au aussi. 9e mois de grossesse et des Mais je choses crois comme que ça c'est- ont été modifiées. À mon avis, il y a cette question, on parle beaucoup de la question de la PMA sans père, et il y a ces questions des chimères, des embryons chimères, des embryons transgéniques et aussi des gamètes artificielles. Ces trois exemples-là, je pense, montrent que nous allons de pas en pas et de barrière éthique en barrière éthique qui saute, parce qu'il s'agit bien de ça, à mon avis, Oui. vers une artificialisation du vivant qui ouvre à une marchandisation du vivant la plus extraordinaire, c'est-à-dire le grand marché de la procréation sans Oui, sexe. oui. Ça, Le- c'était le- déjà le cas avec la PMA tout court. Et c'était déjà le cas avec le PMA tout court. Parce que là, aujourd'hui, on dit Mais la là- PMA sans père, mais la PMA elle-même, de toute façon, pose une cette vraie problème. question sur sur la possibilité de la reproduction artificielle. Et puis, oui, mais je citais, si tu veux, au-delà de la PMA, aussi la question de l'artificialisation, par exemple, sur la question des gamètes, Ouais. gamètes artificielles, pourquoi pas demain utérus artificiel, embryon artificiel. Bien Enfin, sûr. c'est pas. Et moi, mon idée, c'est que l'artificialisation va toujours vers la marchandisation, et je pense que ceux qui luttent contre ce projet de loi, j'en fais partie, ont raison de le faire, parce que on va vers une emprise de l'État, de la technique et du marché sur nos vies, nos sociétés, qui est de plus en plus incroyable. Oui, non, c'est-à-dire, le débat dure depuis très longtemps, hein, alors du coup, on a un peu de mal à suivre quand même, parce que j'ai essayé quand même de lire à peu près de temps en temps, tous les 15 jours, un résumé de ce qui s'était dit, de ce qui s'est passé. C'est un peu terrible, je trouve, pour se faire une idée, parce que, par exemple, il y a le fait quand même qu'on est entouré de pays qui sont devenus très libéraux là-dessus. Par exemple, la Belgique, les pays scandinaves, des pays du Nord. Alors, un des arguments, c'est justement de dire, si vous voulez éviter, c'est-à-dire si nous ne le faisons pas, les Françaises ou les Français qui ont des besoins de ce côté-là, ils vont courir dans ces pays-là. Et là, pour le coup, on est carrément dans la marchandisation, quoi, puisque effectivement, on trouve même des sites internet pour réaliser des PMA à Liège, à Bruxelles, à Copenhague, je ne sais que sais-je encore, ou à Madrid d'ailleurs, en Espagne aussi, c'est possible. Alors voilà les arguments, qu'on peut lire, quoi. Alors, Ça s'appelle du chantage. on est dans une vraie, non, mais on est dans une vraie difficulté, c'est-à-dire on peut très bien dire, allez, la France on maintient, et en même temps, moi je me retrouve là, je vais terminer là-dessus, j'ai l'impression toujours de revivre au fond le débat sur l'IVG en 1974 avec Simone Veil. C'était de dire, bon, si on ne fait pas de loi, eh ben, effectivement, déjà à l'époque, c'était toutes les Françaises qui le pourront. Ils n'iront peut-être pas chez la tricoteuse ou chez la, je ne sais pas trop quoi, du coin. Ils iront dans des cliniques, dans les pays voisins, pour se faire un IVG tranquille, etc. Oui, mais Et j'ai l'impression qu'on est pays peut avoir aussi en est une toujours là singularité. aujourd'hui, dans la mesure où, c'est-à-dire les pays, chacun fait ses législations là-dessus. Et évidemment, mais la France c'est la a- course au libéraux. oui, mais la France a le droit de ne pas se renier. Je crois quand même, et alors je ne veux pas être chauvin à l'extrême, mais on est quand même un pays qui a une vieille tradition. Cette tradition, c'est un respect très très grand de la dignité de la personne humaine. C'est Saint-Louis, sous son chêne, qui juge tout le monde de la même manière. C'est la France Ouais, mais là, des si droits tu- de l'homme. si C'est la tu France des remontes- droits de l'homme. Ouais, mais si tu Et remontes à aujourd'hui, Saint-Louis- c'est ça. Où est la dignité humaine? Où est la plus grande Non, mais- vision de la personne humaine? Est-ce que c'est dans une loi de bioéthique telle que celle-ci? Eh bien, moi, je ne crois pas. Et la France a le droit d'être singulière et de ne pas ressembler à ses voisins. Oh, bah, Moi, je crois vraiment que Jean-Louis a raison. On devrait tout de suite se calquer sur le pays le plus progressiste que l'on trouve, à la limite celui où on aurait, je sais pas moi, 3 ou 4 femmes au statut quasiment d'esclaves qui seraient des ventres à disposition tout le temps, et comme ça, il n'y aurait plus de fuite du tout. On comprend que c'est de l'ironie, Elle est Nathalie. en train de Bien se sûr. moquer de toi, là. Non, mais effectivement, il y a ce chantage. En économie, on appelle ça le moins-disant social. Hein, c'est-à-dire que les patrons passent leur temps à leur dire
oui, mais vous vous rendez pas compte, si vous laissez les salaires à ce niveau-là, les patrons vont se barrer, C'est ils vont aller exactement ailleurs. ça, c'est le même C'est toujours truc. pareil. Si regardez ailleurs, ils vont se barrer, Bon. Oui, Et du mais coup, ça s'appelle du chantage en fait. Et c'est vrai que là, je suis d'accord avec toi. Je vois pas pourquoi on devrait céder. Enfin, Et en même temps, il y a quelque Il y a une chose chose à interroger. Non, mais attention, mais rien n'est irréversible. Ça, il faut vraiment arrêter de croire ça. Enfin, rien n'est irréversible. Je comprends que quand on regarde les 50 dernières années, qu'on voit les évolutions, on peut se dire globalement que le progrès est une espèce de rouleau compresseur totalement inarrêtable, mais il y a aussi des choses qui contredisent ce rouleau compresseur. Des petites touches, etc., qui donnent espoir, qui disent « Ah non, en fait, c'est pas si incompressible que ça. » Et qu'est-ce qu'ils veulent arrêter? Moi, je ne sais pas, parce que moi, je trouve quand même, entre une législation sur tous ces sujets et pas de législation, sincèrement, moi je ne suis pas sûr du tout de ce qui est le meilleur. Mais il faut une Moi, je- législation. Il y a une pour empêcher législation. les dérives. Il y a une législation. Il y a une Simplement, là, on est en train d'élargir le champ des Oui, mais possibles. il y a une législation, mais manifestement, bon, il y a les sciences qui avancent, il y a des demandes sociales très Non, mais importantes. après, Jean-Louis, nous sommes de grands Européens. Et effectivement, on ne peut que regretter qu'il n'y ait pas une Europe de la bioéthique. De la même manière qu'on essaye de faire une Europe contre le dumping social ou contre le dumping fiscal. Il faudrait une Europe contre le dumping éthique. En tout cas, Paul, tu disais rien n'est irréversible. Le processus qui est en cours à court terme, il paraît en tout cas assez évident dans sa conclusion, quels que soient les efforts. Ça résiste pas mal. Oui, ça Non, et résiste puis, fort. Il y a des En France, parlementaires. vraiment, moi, je conçois un certain orgueil national du fait qu'en France, les choses ne se passent pas comme ça. Il y a une tribune de 80 Même parlementaires dans une LR. 80 Non, mais parlementaires. c'est pas des extrémistes. La Nos commission sénateurs sont des gens très mixte raisonnables. qui n'est pas d'accord, ça oblige à une troisième lecture. On voit bien que ça passe pas comme une lettre à la poste, tout ça. Il y a quand même une réaction française qui de ce Bon, point de vue, est saine. je voudrais rajouter une chose aussi quand même importante. Si on se place dans une perspective écologique, le coût écologique d'une énorme. PMA est monstrueux. Enfin, c'est vraiment quelque chose. C'est pas une petite opération. C'est pas le coût de Oui, puis le rapport au vivant qui l'aiguille est derrière pour ça pour aussi. les avorteuses. Enfin, c'est pas ça. Pardon. Le rapport au vivant qui est derrière cette philosophie aussi. Non, mais il y a le rapport au vivant, mais le coût écologique, c'est-à-dire que c'est une production qui est très coûteuse, quoi. De Et toute donc PMA, on peut quoi. tout à fait imaginer, enfin on peut faire l'hypothèse que dans 40 ans, peut-être même avant, il soit très compliqué de réaliser des PMA en fait, et que les laboratoires disent bon, en fait, on va le mettre à un prix tellement cher que finalement, le truc soit plus du tout démocratisé. Ça, c'est quand même une hypothèse qui, moi, me semble assez plausible. Hein. Et c'est pour ça que les militants écolos qui militent pour la PMA, je leur dis toujours, mais est-ce que vous faites le lien quand même entre le coût écologique de la PMA et l'avenir? Est-ce que vous pensez que vraiment, dans 40 ans, la priorité, ce sera de produire ce type de technologie? Bon, voilà. Moi, je ne sais pas, alors vous allez me trouver horriblement relativiste, mais On n'a rien dit. je trouve... non, mais en 60... Je sais pas, moi, je me souviens, on a eu... C'est vrai, c'était un peu une expérience fondatrice quand même dans ces années-là, disons, l'autorisation de l'IVG. Disons, pour les cathos, un peu, on va dire, je ne dirais pas de gauche, mais on va dire, un peu quand même ouvert à la nouveauté sociale ou bioéthique, éventuellement à l'époque. On était arrivé à ça vaut ce que ça vaut, hein. C'était l'avortement non, la loi oui, l'avortement non. Oui, et sur un certain nombre de sujets, moi je reste un peu sur cette position, j'avoue. C'est-à-dire au fond... Ça n'a pas été très c'est-à-dire, efficace, Jean-Louis. Non, mais il y a des gens qui ont dit ça. Il y a des gens qui ont dit ça. Non, mais L'avortement aujourd'hui. je termine. Vous avez le droit de contester ça, hein, et de demander quelque chose de plus verrouillé peut-être, ou je ne sais pas, de plus net. Mais moi je trouve, je ne sais pas si nous catholiques, il faut voir quand même le nombre qu'on est maintenant, nous ne devons pas vivre avec une société effectivement qui sur un certain nombre de points va être extrêmement opposée à notre éthique. Hein. Il n'y a pas que d'ailleurs ces sujets-là, il y en a d'autres. Hein. Donc, Mais sur ces questions-là, il n'y a pas que les catholiques, par exemple, qui Oui, interrogent oui, mais- le rapport à la dignité de Oui, chaque mais être humain, à ce qu'est un être humain. Franchement, quand même, combien de fois on lit quand même quoi, ces trucs disons que c'est l'Église catholique qui est quand même crispée contre tout ça, qui constamment est dans l'opposition sur tous ces sujets.
et qui, alors, en plus... Alors, ça rend pas populaire, c'est ça que tu veux dire? Non, mais oui, ça rend pas à la mode. Mais est-ce que c'est la il y a mode autre chose quand même quand nous avance maintenant, quand nous Comme avance. l'histoire est assez mal finie dès le départ, si tu as lu le livre, la popularité mais chez les cathos, c'est un truc. Il y a quand même un peu l'autre chose. On en a parlé plusieurs fois. C'est un peu, c'est-à-dire tous les scandales d'ordre sexuel par ailleurs dans cette église, quoi. Alors on s'est dit, voilà, il y a une espèce de pureté, de rigueur sur tous ces sujets, et en même temps, quand on voit... Et là, il y a une variété moi, de les sujets dans la sont loi pas liés, bioéthique Jean-Louis. qui sont très différents, Jean-Louis, parce Ouais, que... je suis d'accord, mais nous... Pour moi, ce ne sont pas des questions de sexualité cette fois-ci. Nous, on peut l'expliquer, mais vu de l'extérieur, moi je trouve que ça fait quelque chose de ravageur. Ouais, mais heureusement qu'il y a les catholiques pour s'opposer à ça, même s'il n'y a pas uniquement les catholiques, mais déjà ça fournit une forte base militante déjà d'opposition aux lois de bioéthique. Il y a une partie de l'écologie quand même. Oui. Je ne crois pas qu'à la décroissance ou aux nouvelles écologistes terrain, ils soient très fanatiques. Les écologistes de limite, mais encore. Non, pas seulement de Moi, je connais, Jean-Louis, écoute, Beauvais, par exemple. je connais très peu d'écologistes radicaux qui soient favorables à cette technologie-là. J'en connais très peu. Non, mais je suis d'accord. Simplement, quand tu les vois interviewés dans les médias, à chaque fois, ils vont prendre l'écologiste favorable, machin, et celui qui ne l'est pas, généralement, il va se taire sur ces questions-là. Ouais. C'est ça la réalité. Non, effectivement, ceux qui apparaissent quand même sur le sujet, c'est les Verts, quoi. Oui, après, mais chez les Verts, Après, les Verts, après, si tu vas des personnalités comme si Beauvais, tu grattes, comme d'autres, je suis d'accord. Hein. vraiment par expérience, Et si les tu grattes sur ces questions-là... les musulmans modérés, chers à Jean-Louis, ne sont pas très favorables à ce genre de loi. Oui, d'accord. Cher à Jean-Louis. D'accord, Nathalie, mais bon, en même temps, on se dit, oui, bon, il y a les cathos, les musulmans, quoi, les juifs radicaux, alors voilà. En fait, le seul argument qu'on pourrait dire il faut faire ce type de loi, c'est de dire c'est pour la recherche scientifique. En fait, l'argument inverse, c'est de dire il faut faire ça en faveur de la recherche scientifique. Le problème, c'est que quand on regarde la recherche sur l'embryon, par exemple, les résultats scientifiques de la recherche sur l'embryon dans d'autres pays européens, depuis maintenant presque 30 ans, ont eu des fruits très 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 maigres. Et surtout... Non, mais on retient aussi cette logique libérale qu'évoquait Jean-Louis de la compétition ou du chantage, mais à qui sera le mieux disant finalement sur des ou le moins sur disant, des, moins sur des disant propositions social, ou le moins disant éthique, social. etc., oui. Mes amis, je ne voudrais pas que nous nous quittions sans aborder ce qui va quand même être l'événement du mois dans un certain registre, qui est l'événement de la décennie. La visite du pape en Irak. D'abord, c'est la reprise des voyages pontificaux. On rappelle qu'il n'y en a pas eu depuis quasiment 18 mois, pour les raisons de crise sanitaire qu'on connaît. Mais c'est donc un signe d'autant plus fort que le pape ait choisi, pour son premier voyage, d'aller voir les Irakiens. Et probablement, après avoir reçu des conseils contraires d'une grande partie de son entourage, on a une pensée émue pour ceux qui s'occupent de sa sécurité, et lui de dire « Je suis d'abord le pasteur de ceux qui souffrent, donc j'y vais ». Voilà. C'est un voyage qui est attendu par les Irakiens. Alors ici, dans cette émission, normalement, on n'est pas des experts, mais cette fois-ci, on en a un quand même. Donc c'est lui qui va causer. Non, pas seulement, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir comment les uns et les autres... C'est un voyage universel. Peut-être que d'ailleurs, certains d'entre vous, ça vous est égal. Peut-être que vous êtes perplexe quant à ce voyage. J'en sais rien, mais peut-être pour commencer, Farage Benoît, nous dire ce que tu sais de la manière dont les Irakiens l'attendent, l'envisagent. Mais en fait, c'est vrai qu'en 2014, quand Daesh a conquis la plaine de Ninive et que 120 000 chrétiens ont été déplacés à Erbil, il y a eu un grand espoir que le pape vienne les voir dans ce moment-là de difficulté. Et malheureusement, à l'époque, ça n'a pas pu se faire. Et c'est vrai que, voilà, vous le savez, l'histoire des chrétiens d'Irak, malheureusement, après 2003, il y a une étape très dure autour de 2008 avec cette guerre civile, l'évêque de Mossoul, Monseigneur Faraj Raoult, qui est enlevé, qu'on retrouve mort, un prêtre et des diacres de Mossoul aussi, beaucoup d'enlèvements. Une autre étape terrible, c'est l'attentat contre la cathédrale de Bagdad le 30 octobre 2010, 58 morts. Et puis 2014, Daesh qui prend ce berceau du christianisme au Proche-Orient qui était la plaine de Ninive. Et donc c'est vrai que c'est un traumatisme long dans la durée. Et la venue du pape, pour les chrétiens d'Irak, c'est vraiment, je dirais, un soulagement, une reconnaissance et je dis, voilà, quelque chose dans lequel ils mettent beaucoup d'espoir, un espoir un peu surnaturel, il faut le dire, un peu miraculeux à certains égards, voilà, pour avoir un nouvel élan dans leur foi personnelle aussi, et aussi un nouvel élan dans leur mission
au sein de ce pays où beaucoup expliquent qu'ils sont comme le levain dans la pâte. Et c'est vrai qu'on peut le constater, les chrétiens jouent un rôle de pont dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de villes d'Irak, entre les communautés. Vous allez suivre ça, les uns et les autres ? Quand même, c'est incroyable ce voyage. Aller en Irak, là, à ce moment-là, c'est assez frais, tout ce qui s'est passé là-bas depuis la guerre de Daesh et puis toute l'histoire d'avant, avec la destruction de l'Irak par la folie de Bush fils, après la première guerre du Golfe, etc. C'est vraiment le pays qui me fascine, parce que la Mésopotamie, Abraham, etc. Et puis finalement, les archéologues, les historiens, je pense que c'est là qu'ils retrouvent les plus vieilles villes. C'est-à-dire qu'on est dans des berceaux de la foi, des berceaux de la civilisation. Moi, ça me fascine complètement, ces pays-là qui vont entre Irak, Syrie, etc. Puis toutes ces civilisations. Le pape ira à Our des Chaldéens, et ça résonne quand même. Et puis, on l'a entendu lire. Il va y aller, je crois. Oui, il y va. Ce qui m'intéresse aussi, c'est la question de l'islam et des relations entre l'Église et l'islam, la géopolitique religieuse, je dirais, du Vatican, parce qu'on voit depuis plusieurs années, le pape François se rapproche de l'islam sunnite, à travers notamment l'université Al-Azhar d'Égypte, du Caire. Oui. Et avant, il y avait surtout des bonnes relations avec l'islam chiite, qui existe peut-être encore. Cardinal Torrent allait souvent en Iran, par exemple, etc., avec de bonnes relations avec l'islam perse, chiite, etc., et avec le pape François, maintenant vers l'islam sunnite. Et il se trouve que l'Irak est mélangé de sunnites. Et justement, il va y avoir une rencontre. Et donc, il va y avoir une rencontre tout à fait historique à ce sujet. C'est ça. Donc, en fait, c'est un enjeu ou pas? Oui, c'est un très grand enjeu, puisque le pape va rencontrer le grand ayatollah Ali Sistani. Il faut se rendre compte que chiite. Il faut se rendre compte en fait que l'ayatollah Ali Sistani, c'est pas un ayatollah parmi d'autres en fait. Il faut s'imaginer que autour du monde, c'est une majorité de chiites qui lui sont rattachés spirituellement. Et donc, effectivement, dans le chiisme, s'il devait y avoir un interlocuteur pour le pape, c'est lui. Et d'ailleurs, c'est très très touchant. Donc, Najaf, qui est cette ville où est enterré l'imam Ali, le gendre du prophète Mahomet, célèbre la venue du pape avec des odes, des hymnes. J'ai vu hier une vidéo tournée dans une Husseiniya, donc une mosquée pour les chiites, donc un lieu de culte avec quelqu'un qui proclamait un hymne en vers sur ces deux grands phares de l'humanité, François et Sistani, qui se rencontrent, et donc toute une poésie. Et vraiment, c'est vrai qu'on voit le rôle pacificateur de l'Église et du pape François, qui va faire être aussi un pont, d'une certaine manière, aussi entre sunnites et chiites à terme. C'est s'il rencontre les musulmans, j'espère qu'on ne va pas le traiter d'islamo-gauchiste. Mais non, moi je trouve franchement, je suis assez heureux qu'il ait choisi ce pays-là quand même, parce que bon, disons avec la Syrie, ce sont quand même les deux pays qui en ont pris terriblement avec Daesh, quoi, avec l'État islamique, des destructions, un nombre de morts, enfin de victimes, de déplacés, effroyables. Et moi franchement, je suis impressionné qu'il aille là. Enfin, et parce que c'est pas tout à fait fini quand même. On entend quand même encore beaucoup d'échos, mais alors c'est peut-être dans d'autres endroits. Il n'ira peut-être pas dans les endroits les plus exposés. Il va aller dans des endroits. Ouais, bon, alors il faudra le protéger. Il va aller où exactement ? Et sinon, je veux dire, s'il y a un pape dont j'aurais quand même aimé qu'il vienne en France, c'est François. J'ai l'impression que. Bah si, elle a rumeur qu'il annonce à Marseille. J'ai l'impression que je dois. Écoute, le cardinal Paroline nous a dit l'autre jour sur l'antenne de KTO, oui, il viendra. Et les rumeurs commencent à bruisser. J'ai vu l'info et en fait j'ai cru que c'était une info foot, pardon, une petite parenthèse, mais j'ai vu le pape François annoncer à Marseille. Et ça faisait vraiment info mercato et en fait transfert. C'était au moment où tout le monde cherchait des nouveaux entraîneurs pour l'OM. N'oublions pas que tu es Marseille a gagné hier, donc. Et Natalia, toi qui connais aussi bien l'Irak. Elle y allait, Natalia, d'ailleurs. Oui. Ouais. Bien. Moi, je me souviens en 2014, quand on avait organisé, Farage, tu te souviens, le 8 décembre à Erbil, on s'était posé la question, on avait passé un coup de fil au Vatican en disant si on fait une escale à Rome, est-ce que le pape ne monterait pas dans l'avion des fois ? Et la réponse qu'on avait eue, moi ça m'avait bouleversé, parce que le pape avait refusé, et il avait refusé non pas pour sa sécurité,
mais parce que, nous avait-on dit, s'il venait, les services de sécurité seraient concentrés sur sa personne, et il avait trop peur que Daesh en profite pour tuer des innocents. Et, et en fait, voilà, on était bouleversés d'entendre cette réponse parce que c'est tellement François. Et que ce voyage puisse se faire, parce qu'il nous avait dit à quel point il tenait à ce que ce voyage, à faire ce voyage. Il avait d'ailleurs en 2014 enregistré un message spécial pour les Irakiens, etc. Voilà, c'est vraiment une très très grande émotion, pour moi. Et puis j'imagine que le cardinal Barbarin ce soir doit être, enfin depuis qu'il sait que ce voyage se fait, doit être très ému lui aussi. On va suivre en tout cas ce voyage et évidemment intégralement en direct sur KTO avec beaucoup de reportages aussi. On aura l'occasion d'en reparler ensuite pour décrypter ensemble ce qui aura été vécu. Avant de se quitter, d'un mot, puisque nous sommes tout de même entrés en carême maintenant depuis quelques jours. Un mot que vous voudriez nous confier, partager avec nous, nous révéler sur comment vivre ce carême particulier, une disposition, une intention, que sais-je. Natalia ? Pour ma part, je me suis rendu compte que la créativité était quelque chose qui avait tendance à s'émousser en période de Covid. Et c'est peut-être une bonne chose. J'essaye de vraiment vivre ce carême au présent. Et voilà, c'est quelque chose que... Au présent, un seul mot, pardon, mais les secondes tournent. Paul. Suivant, Guillaume. Oui, alors, tu as deux philosophes chrétiens, Martin Stephens, texte de patience et de résistance, marcher la nuit. Je crois qu'on va vivre des temps difficiles. Et un autre, c'est Vergely qui dit qu'il faut de la densité spirituelle pour affronter les temps qui viennent. Je pense souvent à deux. Donc je me dis le carême, en tout cas pour un gaillard comme moi, il est urgent de chercher Dieu aussi. Et pas seulement Puerere Deum, ça rappelle un truc qu'on a entendu à Paris aussi. Ouais. Jean-Louis Schlegel. Une pensée qui est sortie de mes méditations ce matin du texte du Deutéronome. Hein. Voilà, il y a deux voies. Tu choisis donc la vie, et pas la mort. Mais voilà, je suis un peu fait comme ça en me disant, mais où est la vie, quoi? Et j'aurais vraiment envie de, si j'ai une prière à faire, indique-moi le chemin de la vie. C'est beau. Paul. Alors, chercher la paix, je pense que ça va être mon ambition pendant 40 jours. La paix à la fois intérieure et avec les autres. Farage Benoît. Moi, c'est que pour le prochain vendredi de carême, et c'est une invitation que je veux faire à tous les téléspectateurs de KTO, c'est d'offrir ce vendredi de carême justement pour le voyage du pape et pour qu'il porte des fruits de paix en Irak et au Proche-Orient. Merci à tous les 5 d'avoir été avec nous. Merci à toutes les équipes qui ont permis la réalisation de cette émission et à vous de votre fidélité. À très bientôt.